Parlons de l'empereur Néron. Probablement l'un des dirigeants les plus tristement célèbres de l'histoire romaine. Les écrivains de l'Antiquité n'ont vraiment pas mâché leurs mots lorsqu'il s'agissait de parler de lui. Pline l'Ancien l'appelait Pestis Generis Humani, le fléau de la race humaine. Tacite a décrit sa cruauté et sa corruption avec le mot monstrum, un monstre. Dion Cassius a dit qu'il avait l'apparence d'un homme mais agissait comme une bête sauvage. Et Suétone a longuement écrit sur la décadence morale et la tyrannie sous le règne de Néron. Les écrivains chrétiens sont même allés jusqu'à le qualifier d'antéchrist. Mais ce qui est étrange, c'est que Néron n'a pas commencé ainsi. Au début de son règne, il était perçu comme un nouvel espoir pour Rome. Alors, comment est-il passé du statut d'enfant chéri à celui de l'un des plus grands méchants de l'histoire? Regardons cela de plus près. Le futur empereur Néron est né en décembre de l'an 37 dans la ville côtière d'Antium, à peine 9 mois après le début du règne de son tristement célèbre oncle Caligula. Le corps de Tibère était à peine froid sur l'île de Capri. Caligula venait tout juste de revendiquer le trône à Rome. Et à ce moment précis, à Antium, Néron fut conçu. Un enfant qui, un jour, surpasserait même son oncle dans l'infamie. Il était le fils de Cnae Domitius Aénobarbu et d'Agrippine la jeune, la sœur de Caligula. À la naissance, il fut nommé Lucius Domitius Aénobarbu et dans ses veines coulait le sang de certains des plus grands noms de Rome, Germanicus, Marc-Antoine et Auguste. Mais Lucius a eu tout sauf une enfance paisible. Lorsqu'il n'avait que 2 ans, Caligula accusa Agrippine de comploter contre lui et la fit exiler. 1 an plus tard, son père mourut, probablement d'un édème, laissant le garçon effectivement orphelin. Il fut recueilli par sa tante, Domitia. Les choses commencèrent à changer en l'an 41 lorsque Caligula fut assassiné. Agrippine retourna à Rome, et avec son retour commença un nouveau chapitre dans la vie de son fils, un chapitre qui finirait par changer le destin de l'Empire romain. À la surprise générale, le trône finit entre les mains de Claude, l'oncle d'Agrippine et le grand-oncle du jeune Lucius. Sous Caligula, Claude avait été considéré comme un imbécile, peut-être même un fou. Mais contre toute attente, son règne s'est avéré plutôt fructueux, surtout comparé au chaos des empereurs qui l'ont précédé. Il y avait juste un problème. Claude avait déjà un fils de son mariage avec Messaline. Il s'appelait Britannicus, et il était un peu plus jeune que Lucius. Messaline, connue pour sa cruauté et son ambition, voyait Lucius comme une menace pour l'avenir de son fils. Elle a essayé plus d'une fois de le faire tuer, mais chaque tentative a échoué. En même temps, Agrippine et son fils gagnaient de plus en plus d'influence. Cette montée en puissance a poussé Messaline à prendre des mesures drastiques avec son amant, Caius Silius. Elle a ourdi un complot pour assassiner Claude et placer le jeune Britannicus sur le trône, tout en tirant elle-même les ficelles en tant que régente. Mais le complot a été découvert et Messaline ainsi que Silius ont été exécutés. Ce coup du sort a très certainement sauvé la vie de Lucius. Malgré cela, un obstacle majeur se dressait toujours sur son chemin, Britannicus, l'héritier légitime de l'empereur. Après la mort de Messaline, Claude n'est pas resté célibataire très longtemps. Moins d'1 an plus tard, il a épousé Agrippine, un geste qui a immédiatement modifié l'équilibre des pouvoirs dans la bataille pour sa succession. En moins d'1 an, Agrippine a convaincu Claude d'adopter formellement son fils, Lucius, et plus tard de le nommer héritier du trône. C'est à ce moment-là que Lucius a pris un nouveau nom, Néron, qui vient de la langue sabine et signifie fort ou viril. Quand Néron eut 16 ans, Agrippine s'arrangea pour qu'il épouse la fille de Claude, Octavie, âgée de 13 ans. Le mariage a encore renforcé sa position. Après cela, Claude avait rempli son rôle. Dans la nuit du 12 octobre de l'an 54, il est mort subitement. Le moment, si parfait pour Agrippine et Néron, a déclenché une vague de rumeurs. Certains ont affirmé qu'Agrippine avait empoisonné Claude en glissant quelque chose dans son plat préféré, des champignons cèpes. Mais il n'y a aucun moyen de le confirmer ou de le réfuter réellement. Claude avait 64 ans, une santé fragile et buvait beaucoup. Il aurait très bien pu mourir de cause naturelle. Pourtant, Néron fera plus tard des blagues pointues sur les champignons, laissant entendre que les rumeurs pourraient avoir une part de vérité. Quoi qu'il en soit, Agrippine a agi vite. Elle s'est assuré le soutien du commandant de la garde prétorienne, Sextus Afranius Burrus, et a veillé à ce que le pouvoir passe en douceur à Néron. Le fils biologique de Claude, Britannicus, était trop jeune et trop isolé politiquement pour le défier. Sans allié solide derrière lui, il n'avait aucune chance face à l'ambition d'Agrippine et à son expérience des intrigues de palais.
Le Sénat déclara Néron empereur. Son ascension fut accueillie avec de grands espoirs. Il était populaire parmi les Romains ordinaires, et son premier discours en tant qu'empereur fit une forte impression sur le Sénat. Bien que, comme tous ses discours, il ait en fait été écrit par son tuteur, le philosophe Sénèque. Il y a une vieille légende au sujet d'Agrippine. Jeune femme, elle aurait entendu une prophétie, elle donnerait naissance à un fils qui régnerait un jour sur Rome, mais il la tuerait aussi. Sa réponse, qu'il me tue, pourvu qu'il devienne empereur. Qu'elle l'ait vraiment dit ou non, libre à chacun de le deviner. Comme beaucoup de prophéties antiques, elle a probablement été inventée après coup pour ajouter du drame à l'histoire. Mais ce que nous savons, c'est qu'Agrippine était motivée par l'ambition, principalement pour elle-même. Après que Néron eut été déclaré empereur, elle a essentiellement dirigé l'Empire dans l'ombre, s'appuyant sur le soutien du commandant de la garde prétorienne, Burrus, et du philosophe Sénèque. Avec leur aide, elle tirait les ficelles. Et Néron, encore adolescent à ce stade, était plus une marionnette qu'un dirigeant. Au début, Néron était très attaché à sa mère. Il l'appelait même Optima Mater, la meilleure des mères. Mais Sénèque, qui pensait que l'influence d'Agrippine était très dangereuse pour Rome, a discrètement poussé Néron à s'éloigner d'elle. Il a même encouragé la liaison de Néron avec une ancienne esclave nommée Actée, espérant que cela l'aiderait à desserrer l'emprise de sa mère. Les choses ont vraiment dégénéré quand Agrippine a essayé d'interférer dans cette relation. Tant qu'Actée n'était qu'une maîtresse, Agrippine ne semblait pas trop dérangée. Mais quand elle a découvert que Néron envisageait de divorcer d'Octavie pour épouser Actée, elle est intervenue immédiatement. Octavie était la fille de Claude, et le mariage avait un poids politique majeur. Agrippine n'allait pas laisser son fils jeter cela par la fenêtre. Néron était furieux, mais au final, il a reculé. Pourtant, le problème ne concernait pas seulement Actée. Néron en avait assez d'être contrôlé. Avec l'aide de Sénèque, il s'est rallié Burrus et, à partir de ce moment, a commencé à s'affirmer davantage en tant qu'empereur. Agrippine a vu cela comme une trahison. Elle a menacé de dépouiller Néron de son pouvoir et de placer Britannicus, le fils biologique de Claude, sur le trône à sa place. Cette menace a poussé Néron à agir vite. Quelques jours plus tard, Britannicus, âgé de seulement 14 ans, fut empoisonné lors d'un banquet. Ce meurtre choqua l'élite politique de Rome et détruisit la position d'Agrippine. Ses anciens alliés comprirent que s'opposer au nouvel empereur pouvait être mortel. Et avec son influence disparue, Agrippine a perdu son emprise sur le pouvoir et s'est effacée dans l'ombre. Enfant, Néron a reçu une éducation exceptionnelle grâce à son tuteur, le philosophe Sénèque. Il parlait couramment le grec, avait une profonde appréciation de la littérature classique et a développé une passion durable pour les arts, en particulier le théâtre, la poésie, la sculpture et la musique. Ce n'étaient pas que des intérêts passagers. Plus tard dans sa vie, Néron montra lui-même sur scène, se produisant en tant que poète, musicien et acteur. Mais les arts n'étaient pas sa seule obsession. Néron était également fasciné par les courses de chars, un sport dangereux où les conducteurs risquaient régulièrement des blessures graves ou la mort. Il était un fan inconditionnel et adorait discuter des résultats des courses au Circus Maximus avec son entourage. Finalement, il a décidé de prendre les rênes lui-même, s'entraînant dans l'ancien cirque de Caligula, situé sur les terres de ce qui est aujourd'hui le Vatican. Il a ensuite participé à des courses et, lors d'un voyage en Grèce en l'an 67, il a même survécu à une grave chute de son char, s'en tirant avec des blessures mineures seulement. Néron s'est également entraîné à la lutte dès son plus jeune âge et était réputé pour être très doué. Dans sa jeunesse, il était en excellente forme physique, grand, fort et athlétique. Bien qu'il ait pris du poids plus tard dans sa vie, le jeune Néron était connu pour combiner force physique, agilité et beauté. Aujourd'hui, ses intérêts pourraient sembler tout à fait normaux, mais dans la Rome antique, ils étaient considérés comme extrêmement inappropriés, surtout pour quelqu'un du statut social de Néron. Jouer de la musique, jouer sur scène ou faire des courses de chars était considéré comme un comportement honteux pour un aristocrate. La société romaine s'attendait à ce que les jeunes nobles se concentrent sur la rhétorique, le droit et l'entraînement militaire, des compétences censées les préparer au leadership. Néron, cependant, avait clairement d'autres idées. En l'an 60, une rébellion majeure a éclaté dans la lointaine Bretagne. Prasutagus, roi des Icènes et allié de longue date de Rome, avait légué son royaume conjointement à l'empereur Néron et à ses propres filles, espérant que ce compromis protégerait l'avenir de sa famille. L'idée était que ses filles régneraient sous l'autorité romaine,
maintenant la dynastie en vie. Mais les choses ont rapidement déraillé. Dès la mort de Prasutagus, les fonctionnaires romains ont commencé à s'emparer des terres et à réduire son peuple en esclavage. Ils ont affirmé que la tribu devait d'énormes dettes aux prêteurs romains, parmi lesquels Sénèque lui-même, qui avait accordé un prêt de 10 millions de sesterces. Si Prasutagus avait réussi à tenir les Romains en respect de son vivant, sa mort a ouvert les vannes. Sa veuve, Boadicée, a tenté d'intervenir, mais la réponse a été brutale. Des soldats romains l'ont publiquement fouettée et ont violé ses filles devant elle. Cet acte horrible est devenu le déclencheur immédiat d'un soulèvement. Mais la colère grondait depuis des années, alimentée par une lourde fiscalité, la corruption et le comportement abusif des fonctionnaires romains. Boadicée a rapidement uni plusieurs tribus voisines qui avaient également souffert sous la domination romaine. La révolte a pris Rome complètement au dépourvu. Son ampleur et sa férocité ont choqué l'Empire. En quelques mois seulement, les rebelles ont détruit d'importantes colonies romaines comme Camulodunum et Londinium, tuant environ 70 000 Romains et Bretons romanisés. Rome n'a réussi à reprendre le contrôle que l'année suivante. En l'an 61, le général romain Caius Suetonius Paulinus a vaincu les forces de Boadicée à la bataille de Watling Street, bien qu'étant en forte infériorité numérique. Après la victoire, Paulinus a lancé une série de répressions sévères pour étouffer toute résistance future. Mais Néron, inquiet que de telles mesures extrêmes ne fassent qu'alimenter davantage de troubles, a destitué Paulinus et a nommé un nouveau gouverneur chargé de restaurer la paix par la diplomatie. Pendant ce temps, Rome faisait face à un autre défi. Cette fois à l'est, le roi Parthe-Vologès tentait de placer son cousin Tiridate sur le trône d'Arménie, une région traditionnellement sous contrôle romain. Néron a réagi en envoyant l'un de ses meilleurs généraux, Cnaeus Domitius Corbulo, pour diriger la campagne. Le conflit s'est éternisé pendant des années avec des résultats mitigés. Enfin, en l'an 63, un accord a été conclu. Tiridate serait autorisé à diriger l'Arménie, mais seulement après avoir reçu sa couronne en personne de l'empereur romain, un clin d'œil symbolique à la domination de Rome. La guerre avait fait des ravages. Pline l'Ancien donne un exemple révélateur de la corruption qui s'était installée. Un esclave impérial chargé d'approvisionner une légion s'est tellement enrichi pendant la campagne qu'il a pu acheter sa liberté pour la somme astronomique de 13 millions de sesterces, et ce n'était qu'une fraction de ce qu'il avait empoché. Le coût de la guerre a eu des répercussions dans tout l'Empire. En Bretagne, cela a contribué à alimenter la révolte de Boadicée, et en l'an 66, des frustrations similaires ont explosé en Judée. Le procurateur romain Gessius Florus a saisi des fonds dans le trésor du temple de Jérusalem pour couvrir des impôts impayés, déclenchant des protestations de masse qui ont rapidement dégénéré en rébellion ouverte. La guerre de Judée fera rage jusqu'en l'an 73, 5 ans après la mort de Néron. Mais c'est une histoire pour une autre vidéo. Après s'être débarrassé du contrôle de sa mère, Néron a confié les responsabilités de la gestion de l'Empire à son tuteur, Sénèque, et au commandant de la garde prétorienne, Burrus. Pendant les 7 années suivantes, les deux hommes sont devenus le véritable pouvoir derrière le trône. Fait inhabituel dans la politique romaine, leur partenariat n'a pas été marqué par la rivalité ou les coups bas. Ils ont en fait travaillé ensemble de manière harmonieuse et efficace. Burrus, qui avait moins de poids politique mais de solides liens avec l'armée, s'est concentré sur les forces armées et le maintien de l'ordre public. Sénèque, d'autre part, très respecté par le Sénat et l'élite politique de Rome, s'est occupé de la politique intérieure. Son approche était modérée et orientée vers les réformes. Il a d'ailleurs évité les purges politiques et introduit plusieurs changements clés pour stabiliser l'Empire. Une réforme majeure a accordé des allègements fiscaux aux marchands de céréales, aidant à mettre fin aux pénuries d'approvisionnement et à assurer un flux régulier de pain vers Rome, ce qui a maintenu la population calme. Sénèque a également restructuré les droits de douane, réduisant les tarifs sur le commerce entre les provinces. Il voulait en fait les supprimer complètement, mais les sénateurs se sont opposés à l'idée, craignant un déficit budgétaire pendant la guerre contre les Parthes. Malgré tout, ces réformes ont donné un grand coup de pouce au commerce, en particulier dans les villes portuaires, et ont contribué à stimuler la croissance économique à travers l'Empire. Cette période du règne de Néron fut une époque de stabilité et de prospérité, en grande partie grâce aux mains fermes de Burrus et Sénèque, qui géraient l'Empire tandis que le jeune empereur se mettait en retrait. Néron lui-même montrait peu d'intérêt pour la gouvernance. Au lieu de cela, il passait la majeure partie de son temps à profiter de la belle vie, plongé dans la musique, le théâtre et les plaisirs personnels. En l'an 59, Néron assassina sa mère, Agrippine. Il prétendit qu'elle complotait pour l'empoisonner,
bien qu'il soit impossible de dire si c'était vrai ou non. D'un côté, l'accusation correspond bien à la réputation d'Agrippine. Elle était ambitieuse, manipulatrice et impitoyable. Mais d'un autre côté, c'était peut-être simplement la façon de Néron de justifier ce qui allait devenir plus tard le premier signe clair de sa glissade vers la tyrannie. Au début, Néron a essayé de faire passer cela pour un accident. Plusieurs tentatives d'empoisonnement ont échoué. Dans l'un des complots, le plafond au-dessus de son lit était truqué pour s'effondrer, mais Agrippine s'est trouvée sur le balcon pour prendre l'air juste avant que le piège ne se déclenche. La tentative la plus célèbre a eu lieu lors d'une promenade en bateau. Néron avait fait construire un navire spécial conçu pour se disloquer en mer. Le navire s'est effectivement effondré, mais Néron n'avait pas compté sur une chose, Agrippine était une excellente nageuse. Des années plus tôt, alors que Néron n'était encore qu'un bébé, Agrippine avait été exilée sur une île méditerranéenne. Pour survivre, elle plongeait pour ramasser des crustacés et était devenue une excellente nageuse. Alors, quand le navire a coulé, elle a réussi à nager jusqu'au rivage et à s'échapper. À ce stade, Néron abandonna toute subtilité. Frustré par sa survie, il envoya un groupe de soldats à sa villa avec l'ordre de la tuer. Ils l'ont poignardée à mort sur place. Ainsi s'est achevée la vie de l'une des femmes les plus puissantes de Rome. Mais son meurtre a marqué un tournant dans le règne de Néron. Le moment où l'image d'un jeune empereur a commencé à passer de celle d'un dirigeant excentrique à celle d'un tyran dangereux. Ce fut une tache sur son héritage qui ne s'effacerait jamais. Après que Néron eut fait tuer sa mère, son comportement changea radicalement. En l'an 62, le préfet du prétoire Burrus mourut. La cause officielle était un cancer de la gorge, mais beaucoup soupçonnaient qu'il avait été empoisonné. Burrus avait été l'une des rares personnes capables de refréner Néron. Connu pour sa main ferme et son approche modérée, avec sa disparition, Néron perdit l'une de ses dernières contraintes. À la place de Burrus, Néron nomma Caius Auphonius Tigellin, un homme moins connu pour sa compétence que pour sa loyauté totale et sa volonté de satisfaire le moindre caprice de l'empereur. Là où Burrus avait essayé de guider Néron, Tigellin ne faisait que l'encourager. La même année, Sénèque fut accusé de détournement de fonds publics. Il ne fut pas officiellement inculpé, mais le message était clair. Sénèque se retira de la vie publique et, dans une démonstration de loyauté, offrit de rendre tous les cadeaux et domaines qu'il avait reçus pendant ses années de service. Mais plutôt que d'apaiser les soupçons de Néron, ce geste ne fit que le rendre plus paranoïaque. Sénèque se retira dans l'isolement, mais son influence passée persistait, et cela rendait Néron mal à l'aise. Avec Burrus mort et Sénèque hors jeu, Rome commença à sombrer dans une atmosphère de peur. Les procès pour trahison, les soi-disant offenses contre la dignité de l'empereur, devinrent un outil pour éliminer les opposants politiques. Parmi les victimes figuraient des personnalités de premier plan comme Rubellius Plotus et Faustus Sulla. Comme l'a dit Suétone, il exécutait les gens sans limite ni raison, n'importe qui, pour n'importe quoi. Une vague d'informateurs balaya la ville. Les gens avaient peur de parler ouvertement, même avec leur propre famille. La paranoïa croissante et le climat de suspicion laissèrent Néron de plus en plus isolé et ne firent que le pousser plus loin sur le chemin de la cruauté et de la tyrannie. En l'an 58, Néron a entamé une liaison avec une femme mariée, Poppée Sabine. Son mari, Marcus Salvius Otho, qui deviendra plus tard empereur lui-même, fut commodément envoyé par Néron gouverner la lointaine Lusitanie, ouvrant la voie pour que la relation se poursuive sans interférence. En l'an 62, Néron avait officiellement divorcé de sa première femme, Claudia Octavia, et épousé Poppée, qui a rapidement donné naissance à une fille. Le mariage de Néron avec Octavie avait été misérable dès le départ. Il ne l'a jamais aimée, l'a traitée avec mépris et l'humiliait régulièrement. Mais le divorce ne l'a pas libérée et a marqué le début de quelque chose de bien pire. En tant que fille de l'ancien empereur Claude, Octavie restait une menace politique potentielle. Quiconque l'épouserait pourrait obtenir une revendication légitime au trône. Poppée l'a bien compris et a persuadé Néron de se débarrasser d'elle. Octavie fut d'abord exilée, puis plus tard exécutée sur de fausses accusations. Selon Tacite, sa mort a été particulièrement cruelle. On lui a ouvert les veines, mais comme elle ne se vidait pas de son sang assez vite, on l'a poussée dans une salle de vapeur surchauffée pour achever le travail. Mais le mariage de Néron avec Poppée n'a pas non plus apporté un bonheur durable. Alors qu'elle était enceinte de leur deuxième enfant, le couple a eu une dispute en état d'ébriété. Dans un accès de rage, Néron lui a donné un coup de pied dans le ventre. Elle a perdu le bébé et est morte peu de temps après.
La mort d'Octavie et de Popée a encore terni la réputation de Néron. Les deux femmes avaient été populaires auprès du peuple romain, et la sympathie du public s'est rapidement retournée contre l'empereur. Même ses plus proches ont commencé à se demander s'il était capable de contrôler sa colère ou de se contrôler lui-même. Dans la nuit du 18 juillet de l'an 64, l'un des incendies les plus catastrophiques de l'histoire de Rome s'est déclaré. Il a commencé près du Circus Maximus, où des entrepôts étaient remplis de marchandises inflammables. Avec les vents chauds de l'été et des conditions sèches, les flammes se sont propagées rapidement à travers la ville. Les rues étroites de Rome et les hauts bâtiments en bois en faisaient le combustible parfait. L'incendie a fait rage pendant 9 jours et a fini par détruire plus de la moitié de la ville. L'historien romain Tacite, qui a vécu la catastrophe, a laissé un récit vif et détaillé. À l'époque, Néron, comme de nombreux membres de l'élite romaine pendant la chaleur de l'été, séjournait dans une villa au bord de la mer. Lorsqu'il a reçu la nouvelle de l'incendie, il est retourné à Rome immédiatement et a personnellement supervisé les efforts de secours. Il a ouvert ses palais, ses jardins et ses bâtiments publics pour abriter ceux qui avaient perdu leur maison et a considérablement réduit le prix du grain pour prévenir une famine généralisée. La reconstruction a commencé presque dès que l'incendie a été maîtrisé. Alors que l'ancienne ville était un labyrinthe de développement chaotique et non planifié, l'effort de reconstruction de Néron a suivi un plan beaucoup plus organisé. Les rues ont été élargies, la hauteur des bâtiments a été abaissée, et les rez-de-chaussée devaient obligatoirement être construits avec des matériaux résistants au feu. Des responsables ont également été nommés pour superviser l'approvisionnement en eau après que l'incendie eut révélé à quel point il avait été compromis par des branchements illégaux sur les aqueducs. Ces réformes ont considérablement amélioré les infrastructures de Rome et ont aidé à réduire le risque de catastrophes futures. Pourtant, malgré la réponse proactive de Néron, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles il aurait déclenché l'incendie lui-même. Des historiens ultérieurs comme Suétone et Dion Cassius ont également alimenté ces soupçons. Suétone a même affirmé que Néron avait ordonné l'incendie pour pouvoir interpréter son poème épique sur la chute de Troie tout en regardant la ville brûler. Mais la plupart des historiens modernes considèrent ces accusations comme infondées. Néron n'était pas à Rome lorsque l'incendie a commencé, et une grande partie de ses propres biens, y compris un palais récemment achevé, a été perdue dans les flammes. Les rumeurs selon lesquelles Néron aurait joué un rôle dans le déclenchement du grand incendie de Rome refusaient tout simplement de disparaître. Pour calmer le public et détourner le blâme, l'empereur a décidé de trouver un bouc émissaire. Et les premiers chrétiens, dont beaucoup de Romains se méfiaient et qu'ils n'aimaient déjà pas, étaient une cible facile. Néron ordonna l'arrestation de ceux qui pratiquaient ouvertement le christianisme. Ils furent torturés pour les forcer à avouer l'incendie et à dénoncer d'autres membres de leur communauté. Ce qui a suivi a été une vague d'exécutions de masse. Nous ne savons pas exactement combien de personnes ont été tuées. Tacite dit simplement beaucoup, mais il s'agissait probablement de plusieurs centaines. Les exécutions ont eu lieu principalement dans le cirque privé et les jardins de Néron sur la colline du Vatican. Les chrétiens étaient crucifiés, brûlés vifs ou déchiquetés par des animaux sauvages. Parmi les victimes figuraient les apôtres Pierre et Paul. Les chrétiens constituaient une cible commode. Leur refus de participer aux rituels religieux d'État, leur caractère secret et leur adoration d'un homme qui avait été exécuté comme un criminel, tout cela les rendait suspects. Leur discours sur la fin du monde et la futilité des accomplissements terrestres ne passait pas bien auprès des Romains, qui tiraient une grande fierté de leur civilisation. Même Tacite, qui ne croyait pas que les chrétiens avaient déclenché l'incendie, les considérait toujours comme socialement dangereux. Il a dit qu'ils étaient haïs pour leurs abominations et a décrit leur secte comme hostile au genre humain. Pourtant, même lui a admis que la brutalité de Néron a suscité de la sympathie pour les chrétiens parmi de nombreux Romains. En l'an 65, juste un an après le grand incendie de Rome, un groupe de sénateurs et d'officiers de la garde prétorienne conspira pour assassiner Néron. Le complot était dirigé par Caius Calpurnius Piso, un sénateur puissant et une figure charismatique que beaucoup considéraient comme une alternative crédible à un empereur de plus en plus instable et tyrannique. Le plan était de tuer Néron lors d'un festival public sur le Forum. L'un des conspirateurs s'approcherait de lui sous prétexte de présenter une pétition, puis le jetterait à terre, donnant aux autres la chance de se précipiter et de le poignarder. C'était un clin d'œil évident à l'assassinat de Jules César. Mais la conspiration fut découverte avant de pouvoir être mise à exécution. Les comploteurs furent arrêtés et ceux qui n'ont pas réussi à sauter la vie furent traduits en justice. La plupart furent condamnés à mort. 18 furent exilés et les conspirateurs de rang inférieur furent dépouillés de leurs fonctions. Secoués par l'échec de peu de cet attentat,
Néron décida de commémorer sa victoire. Il ordonna que le mois d'avril, le mois où le complot fut découvert, soit rebaptisé Néronius, en l'honneur de la protection des dieux. Parmi ceux pris dans la purge figurait Sénèque, l'ancien tuteur de Néron. Bien que son implication dans le complot n'ait jamais été prouvée, il reçut l'ordre de s'ôter la vie. Âgé de près de 70 ans, Sénèque accepta son sort avec un calme stoïque. Il se fit ouvrir les veines des bras et des jambes, mais comme le saignement était trop lent, il entra dans un bain chaud où il mourut, dédiant prétendument ses derniers instants à Jupiter le libérateur. Après la conspiration, Néron devint encore plus paranoïaque et brutal. Même les sénateurs qui étaient restés fidèles ne se sentaient plus en sécurité. La vague de répression continua, faisant des victimes de premier plan comme Cnaeus Domitius Corbulo, le héros de la campagne contre les Parthes, que Néron considérait probablement comme une menace en raison de sa popularité auprès de l'armée, et l'écrivain Caius Petronius, auteur du Satyricon. Le complot manqué de Pison a marqué le début de la fin pour le règne de Néron. Son comportement de plus en plus erratique et brutal, en particulier la vague d'exécutions qui a suivi, a aliéné l'élite romaine. Le Sénat a commencé à prendre ses distances et pire encore, la purge par Néron des hauts commandants militaires a affaibli sa position auprès de la garde prétorienne, autrefois ses partisans les plus fidèles. À travers l'Empire, l'empereur n'était plus perçu comme une force stabilisatrice, mais comme une menace. Dans ces dernières années, Néron a abandonné presque tout intérêt pour la gouvernance et s'est jeté dans une vie de spectacle et de complaisance. Il est devenu obsédé par les arts, organisant des concours de poésie et de musique auxquels il participait toujours et, sans surprise, gagnait toujours. Il adorait se produire en public, apparaissant souvent sur scène comme acteur et chanteur. Il a également parrainé des combats de gladiateurs extravagants et des concours athlétiques modelés sur les Jeux Olympiques, et n'a pas regardé à la dépense pour des banquets et des festivals somptueux. Quand Tiridate, le nouveau roi d'Arménie, est venu à Rome pour recevoir sa couronne, Néron, fasciné par les cérémonies orientales et désireux d'impressionner, a organisé un couronnement somptueux qui, selon les rapports, a coûté à l'État plus d'1 milliard de sesterces. Mais ces étalages interminables de grandeur ont mis une pression immense sur les finances déjà surchargées de l'Empire. Après des années de guerre, de rébellion et la coûteuse reconstruction de Rome, le trésor impérial était presque vide. Pour lever des fonds, Néron a commencé à accuser de trahison de riches citoyens et à confisquer leurs biens. Un geste qui n'a fait qu'aggraver sa rupture avec l'aristocratie. En l'an 68, le malaise couvent a finalement éclaté en révolte ouverte. Cette fois en Gaule. La rébellion était menée par une coalition de tribus gauloises sous la direction de Vindex. L'homme chargé de la réprimer était Servius Sulpicius Galba, le gouverneur de la Tarraconèse en Espagne. Mais au lieu d'écraser le soulèvement, Galba s'y est rallié et a commencé à faire marcher son armée vers Rome. Quand la nouvelle est arrivée dans la capitale, le Sénat s'est retourné contre Néron. Ils l'ont déclaré ennemi public et ont apporté leur soutien à Galba. Même la garde prétorienne, autrefois les protecteurs personnels de Néron, l'avait abandonné. Sans aucun allié, Néron a fui la ville. Il a trouvé refuge dans la villa de son fidèle affranchi. Quand il a appris que les hommes de Galba se rapprochaient, Néron a résolu de mettre fin à ses jours. Mais quand ce moment est arrivé, il n'a pas pu aller jusqu'au bout. Paralysé par la peur, il a hésité jusqu'à ce que l'un de ses affranchis l'aide à guider sa main pour s'enfoncer un poignard dans la gorge. La légende raconte que ces derniers mots ont été « Quel artiste périt avec moi ». Mais en réalité, il avait dit ces mots plus tôt. Ces véritables derniers mots, murmurés alors que ceux qui l'entouraient essayaient d'arrêter le saignement, furent « C'est cela, la fidélité ». Le corps de Néron a été discrètement enterré par son ancienne amante, Claudia Acté, avec l'aide de 2 de ses servantes. Au dire de tous, elle l'aimait vraiment. Ses cendres ont été déposées dans le tombeau familial des Domiti. Avec la mort de Néron, la dynastie julio-claudienne a pris fin, mais la paix n'est pas revenue à Rome. L'année suivante, dont on se souvient comme de l'année des 4 empereurs, a plongé l'Empire dans le chaos alors que des généraux rivaux se battaient pour le contrôle de la ville éternelle. Une fois de plus, si vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo, nous apprécierions vraiment que vous aimiez et vous abonniez à la chaîne. Nous espérons vous revoir la prochaine fois.